Les appels et les messages sont devenus une partie intégrante de notre vie quotidienne et de notre culture. Nombre de nos interactions passent par nos téléphones, offrant parfois les meilleures preuves aux enquêteurs pour résoudre des crimes. Numéro 10. Melissa Sims s'est retrouvée emprisonnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis, tout cela facilité par l'utilisation de l'IA. Après son combat pour la justice, Melissa souhaite devenir défenseur des victimes et contribuer à l'élaboration des futures lois des États et au niveau fédéral sur l'IA et son intégration en médecine légale. En 2024, Melissa et son compagnon ont quitté la Pennsylvanie pour s'installer dans son comté natal de Collier, Floride. Selon certaines sources, le couple était déjà séparé lors de l'infraction, d'autres disent qu'ils étaient encore ensemble. Un soir de novembre 2024, Melissa rentre chez elle après une longue journée et découvre sa maison saccagée et détruite. Elle et son petit ami s'étaient disputés plus tôt, alors elle savait qui était responsable et a appelé la police pour signaler les dégâts. Melissa affirme que, avant l'arrivée de la police, son petit ami s'est infligé une gifle et s'est griffé, ce qui a poussé les policiers à croire qu'elle était l'agresseur et à l'accuser de coups et blessures. Ses conditions de libération sous caution lui interdisaient tout contact, y compris numérique, avec son petit ami. Après cet accrochage avec la justice, Melissa a repris sa vie en essayant de se reconstruire. En 2025, Melissa a été arrêtée par la police du comté de Collier pour avoir enfreint les conditions de sa libération sous caution. Comme elle avait violé sa libération sous caution, elle aurait été envoyée en prison pour purger sa peine, mais Melissa savait qu'elle était innocente. Grâce à sa formation et son expérience de parajuriste, Melissa a commencé à monter son dossier pour laver définitivement son nom. Après des mois de travail acharné, Melissa était prête à présenter son dossier. Avec l'aide d'experts en cybersécurité et en informatique, Melissa a démontré que les images remises à la police par son ex-petit ami étaient générées par l'IA et qu'elle n'avait pas violé sa liberté sous caution. En janvier 2026, Melissa Sims a été libérée après avoir passé 1 an en prison pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Le juge Herbert Dixon a commenté son affaire en déclarant « Il y a plusieurs années, cela a commencé simplement avec de faux enregistrements audio. Et maintenant, nous en sommes arrivés à un point où de fausses vidéos et de fausses images sont produites. C'est effrayant, mais nous ne pourrons plus faire confiance à ce que nous voyons. » Melissa est sortie de prison et reprend sa vie. Elle veut transformer son expérience en plaidoyer, se battre pour d'autres personnes dans des situations similaires, et elle souhaite utiliser ce qu'elle a appris pour contribuer à façonner les cadres juridiques à l'avenir. Numéro 9. Maya Malete, âgée de 39 ans, était une mère fière de 3 enfants et employée de la marine américaine vivant à Chula Vista, en Californie. Maya vivait à San Miguel Ranch avec son mari Larry et leurs enfants. Dans les années 1990, Maya, qui vivait alors à Hawaï, a rencontré Larry Malete à l'école et ils sont tombés amoureux. Leur relation s'est poursuivie alors qu'ils étaient dans la vingtaine, quand Larry a rejoint la marine américaine. Ils ont finalement déménagé sur le continent et fondé une famille. Les choses allaient bien pendant un certain temps, du moins en apparence, mais avec l'arrivée de la nouvelle décennie, les problèmes dans leur relation ont commencé à apparaître. Larry, méfiant et paranoïaque, soupçonnait Maya d'une liaison, ce qui a fortement pesé sur leur relation. À la fin de 2020, Maya a découvert que Larry était celui qui avait une liaison et elle a voulu divorcer. Maya est restée en contact avec sa famille pendant cette période difficile qui a pu la soutenir. Puis, peu après le Nouvel An, les messages ont cessé. Le 9 janvier 2021, la sœur et la mère de Maya étaient inquiètes. Elles étaient sans nouvelles de Maya depuis des jours. Ce jour-là, ils ont signalé la disparition de Maya et commencé à découvrir un réseau de mensonges, de tromperies et de textos étranges. À leur arrivée à Chula Vista, la police a découvert que Maya était portée disparue depuis le 7 janvier. Selon Larry, elle a été vue pour la dernière fois à 17h au domicile familial. Il a aussi dit à sa famille qu'elle s'était enfermée dans sa chambre le 7 janvier et refusait d'en sortir. Cette version a vite éveillé les soupçons des forces de l'ordre et la recherche de Maya a débuté. Quelques semaines plus tard, le 23 janvier 2021, un mandat de perquisition est délivré pour la maison. Aucun indice matériel n'est trouvé, mais un enregistrement audio troublant est découvert. L'enregistrement du 7 janvier à 20h30 contenait des bruits de coups et de détonations distinctes. Les agents en ont compté au moins 8. Larry Millet a minimisé l'enregistrement et n'a pas coopéré avec la police ou la famille de Maya. Pendant des mois, l'enquête s'est poursuivie dans le silence. Mais en octobre 2021, le département de police de Chula Vista a annoncé que Larry Millet avait été arrêté et inculpé pour avoir ôté la vie à Maya. L'affaire contre Larry a été tout sauf simple, son avocat déposant plusieurs requêtes pour suggérer qu'il n'était pas mentalement apte à être jugé.
Malgré ces revers, le procès de Larry Millett a finalement commencé en mai 2026, au cours duquel une trace numérique de messages et d'appels a été révélée au public. Dans un message, Maya a écrit « Larry a un tempérament effrayant que seuls les membres de la famille connaissent ». Le matin de sa disparition, Maya a envoyé le message suivant à son mari « Je ne veux plus être ta femme. J'engage la procédure, que ça te plaise ou non. J'aurais dû partir depuis longtemps, et cette fois, je ne me retournerai pas. » Ils ont également présenté des messages de texte de Larry du 7 janvier 2021 à 12h30 dans lesquels il disait « Je ne vais pas bien, je suis sur le point de craquer ». Des dizaines d'autres communications ont été découvertes dans lesquelles Maya suggérait à ses amis et à sa famille qu'elle avait été maltraitée par Larry. En juin 2026, Larry Millett est toujours en procès et il est important de noter que tout ce qui est actuellement retenu contre lui n'est que présumé et qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Les restes de Maya n'ont toujours pas été retrouvés et sa famille garde l'espoir d'obtenir bientôt des réponses et qu'elle sera à jamais reconnue pour sa gentillesse et son amour. Numéro 8. Au milieu des années 2010, Jack Ziz Lazota, qui utilise les pronoms « elle », a commencé son blog après avoir obtenu un diplôme en informatique à l'Université d'Alaska. Au début, son blog était modeste, documentant sa vie et ses candidatures à la NASA. Avec le temps, Ziz y a ajouté ses convictions radicales. Ziz a réuni des membres marginalisés et exclus des autres organisations de l'Université de Berkeley. Michel Zashko, 30 ans, était l'un de ses membres, attiré par le QI élevé de Ziz et ses conversations stimulantes. Le 2 janvier 2023, la police des paisibles banlieues de Chester Heights, en Pennsylvanie, a été appelée au domicile de Rita et Richard Zashko pour effectuer un contrôle de bien-être. Les Zashko étaient une famille très respectée, tous deux ayant de bons emplois et une grande maison. Leur fille Michelle était en froid avec eux depuis des années, après avoir dit avoir eu une enfance difficile. Le médecin légiste a confirmé que Richard et Rita avaient subi des blessures à la tête et étaient décédés depuis le 31 décembre 2022. La perte des Zashko a bouleversé la communauté. La police pense qu'une seule personne était responsable, leur fille Michelle, qui s'était rapprochée de la famille Zashko. Un groupe de type sectaire s'était formé autour de Jack Ziz Lazota. Et en 2023, le groupe avait déjà été accusé de crimes graves. Ils étaient fiers de fonctionner selon la logique et non l'émotion. Et dans un message adressé au groupe, Michelle a écrit « Chaque fois que j'interagis avec maman, de façon non superficielle, elle passe son temps à insulter une vie dont elle ne sait rien. » Quelques heures avant sa mort, Rita a envoyé un message à sa fille pour s'excuser de leur éloignement et demander une réconciliation. Michelle n'a pas répondu. La police dit que Michelle a conduit du Vermont à la Pennsylvanie avec une seule intention. Les enquêteurs ont ciblé Michelle comme principale suspecte. Elle avait beaucoup écrit aux Zizians pour se plaindre de ses parents et, en 2023, était prête à agir. Peu après la découverte du couple, la police a vu sur des images de vidéosurveillance une voiture noire avec 2 personnes s'arrêtant devant la maison des Zashko. Dans la vidéo, une voix crie « Maman !» puis d'importantes détonations retentissent. Lors de leur enquête, les policiers ont trouvé sur le téléphone de Michelle des messages et notes évoquant ce qu'elle avait gâché. Ces messages détaillaient le crime et elle a mentionné avoir oublié de récupérer les douilles sur place. Michel Zashko a été inculpé fin juin 2026 pour le meurtre de ses parents après une course-poursuite agitée en Pennsylvanie lors de son arrestation. Les agents ont indiqué aux médias que Michel n'avait pas agi seul et qu'il cherchait son complice. Michel a clamé son innocence tout au long de cette affaire et les enquêteurs essaient toujours de déterminer si c'est elle qui a appuyé sur la gâchette ou si elle s'est contentée de donner l'ordre du meurtre. Elle doit comparaître prochainement au tribunal et risque la peine capitale si elle est reconnue coupable. Rita et Richard Zashko sont rappelés par leur communauté et leur famille comme un couple chaleureux et accueillant. Leur perte a profondément marqué leur famille et leur communauté. Il est essentiel qu'ils soient rappelés pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qui leur est arrivé. Numéro 7. Le 19 juin, les habitants de Tuscan Loon Drive, à Tampa, en Floride, ont été témoins d'un crime en cours. La rue paisible a été envahie par des voitures de police, le soir devenant une mer de lumière bleue et rouge. Vers 15h, les opérateurs du central d'urgence de Tampa ont reçu un appel d'une maison calme en banlieue. La voix d'une femme suppliait « S'il te plaît, arrête, tu me tues !» L'appelante a seulement pu leur dire qu'elle s'appelait Amanda Rourke. La plupart de l'appel est inaudible à cause des supplications et des cris d'Amanda. Les opérateurs ont travaillé sans relâche pour localiser sa position, mais Amanda était trop faible pour parler. Puis, seulement 10 minutes plus tard, ils ont reçu un autre appel, et au bout du fil se trouvait Kyle Sanchez, 35 ans, analyste de données à la base aérienne de MacDill.
Au début, le calme de Kyle a désarmé les opérateurs, mais en quelques mots seulement, l'appel a été classé en priorité élevée. Je viens de tuer de ma petite amie. Les opérateurs ont insisté et Kyle a révélé que sa petite amie était Amanda Rourke, âgée de 37 ans, la femme qui avait appelé quelques minutes plus tôt. Kyle a dit aux opérateurs qu'Amanda ne pouvait plus être sauvée. Interrogé sur les faits, Kyle a juste déclaré au standard du 911 « J'ai eu une pulsion hostile et pris un couteau ». À leur arrivée à Tuscan Loop Drive, les policiers ont vu Kyle couvert de sang. Les ambulanciers ont tout tenté pour sauver Amanda. Cependant, il était trop tard. Kyle Sanchez a été arrêté sur place et emmené en prison. L'autopsie d'Amanda a révélé une attaque prolongée causant des ecchymoses sur son dos, ses lèvres et ses bras. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, les amis et la famille d'Amanda se sont réunis pour se souvenir d'elle et honorer son héritage. Amanda Rourke restera dans les mémoires comme une jeune femme intelligente au potentiel immense. Amanda, ingénieure, servait de mentor à d'autres jeunes femmes poursuivant une carrière dans les domaines STEM. Kyle Sanchez a plaidé non coupable fin juin 2026 et la libération sous caution lui a été refusée. Son procès devrait se poursuivre pendant l'été, avec Sanchez qui reste en prison. Numéro 6. Le 29 octobre 2022, la police de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a reçu un appel provenant d'une adresse résidentielle dans une rue tranquille. Madame Apodaca a signalé que son fils avait surpris sa petite amie, Kiara McCullough, 19 ans, en train de couper quelque chose dans le garage attenant à sa maison. Peu après, Isaac a aussi appelé le 911 pour signaler ce qu'il avait vu. À son retour, la police de Santa Fe était déjà sur place. Lorsque les agents sont entrés, ils ont découvert le corps de Grace Jennings, âgée de 21 ans. L'autopsie a montré que Grace présentait de multiples blessures, majoritairement compatibles avec une lame longue. Cette lame était une épée d'environ 1 mètre retrouvée sur les lieux du crime. Kiara et Isaac ont été arrêtés sans incident et emmenés au poste de police. Lors de l'interrogatoire, Isaac a admis que lui, sa petite amie Kiara et Grace avaient partagé un lit la nuit précédente. On a découvert qu'Isaac et Kiara avaient chacun eu une liaison avec Grace à des moments différents. Au départ, la police peinait à trouver un mobile, jusqu'à ce qu'ils récupèrent le téléphone d'Isaac. Isaac avait envoyé de nombreux messages à Kiara concernant Grace. Le plus accablant de tout, il a écrit « Je veux que tu la fasses disparaître. Tu dois mettre fin à ta souffrance en mettant fin à sa joie. » Dans d'autres messages, le couple a détaillé exactement comment il voulait que le crime se déroule, et ils ont même discuté de la façon dont ils nettoieraient la scène du crime. Lors de l'interrogatoire, Kiara a d'abord affirmé aux agents qu'elle pensait souffrir de TDI, anciennement appelé trouble de la personnalité multiple. Elle a déclaré que son TDI non diagnostiqué lui causait des pertes de mémoire. Kiara leur a également dit qu'Isaac l'avait recrutée dans une agence secrète appelée Ghost. Cette agence travaillait à éliminer des personnes terribles et le fait de prendre la vie de Grace l'aiderait à gravir les échelons. Après l'enquête, Isaac et Kiara ont été arrêtés et inculpés de complot pour homicide au premier degré. Kiara a aussi été accusée d'un homicide au premier degré. Au tribunal, les messages échangés entre le couple ont été montrés, la défense de Kiara affirmant qu'elle avait été forcée de commettre le crime pour Isaac. Au cours de la procédure, l'avocat de Kiara a soutenu qu'elle n'était pas apte à être jugée et une lettre d'inaptitude a été déposée. En 2022, Kiara a été contrainte de suivre un traitement de santé mentale. Fin 2025, une nouvelle audience a été ordonnée et a conclu qu'elle était apte à être jugée. Les procès contre Isaac et Kiara se poursuivent au Nouveau-Mexique, le parquet précisant qu'Isaac contrôlait surtout financièrement sa compagne. On s'attend à ce que les affaires se terminent à l'été 2026, le couple risquant de très longues peines s'ils sont reconnus coupables. Grace Jennings était considérée comme brillante, gentille et aimante par ses proches. Sa famille espère enfin trouver un peu d'apaisement et que le public se souvienne de Grace comme leur fille brillante et aimante. Numéro 5. Christine Banfield, infirmière en soins intensifs pédiatriques, était un pilier de sa communauté à Herndon, Virginie, toujours prête à aider les autres. Son mari Brendan était aussi un citoyen exemplaire et tous deux vivaient confortablement avec leur fille. Un jour, la police a reçu d'étranges appels au 911 qui ont été raccrochés. Et lorsqu'ils sont arrivés chez les Banfield, ils ont découvert toute l'ampleur du crime. En 2021, Pérez Miguelaz est tombé sur une offre d'emploi en ligne. Une famille prospère cherchait une jeune fille au pair pour les aider à élever leur fille. Pérez, originaire du Brésil, a sauté sur l'occasion et a répondu à l'annonce. En quelques semaines, elle a commencé à travailler et à vivre au domicile de la famille, aidant lorsqu'on avait besoin d'elle. Au début, Pérez semblait être la candidate idéale. À seulement 21 ans, elle était responsable, intelligente et gentille. Christine appréciait l'aide,
Mais un an après son arrivée, tout a changé. En 2022, Brendan et Perez avaient une liaison dans le dos de Christine. Brendan a confié à Perez vouloir divorcer, mais la situation était compliquée. Brendan lui a dit qu'en divorçant, sa femme toucherait plus d'argent que lui et la garde de leur fille. Malgré les obstacles, Brendan a dit à Perez qu'il voulait l'épouser et avoir des enfants, pour qu'il puisse en faire un plan. Ce plan est devenu réalité le matin du 23 février 23 à 7h47. La police de Fairfax a reçu plusieurs appels interrompus, puis à 8h02, ils ont reçu un appel de Perez. Au téléphone, on l'entendait supplier qu'on l'aide. En fond, Brendan crie « Il y a quelqu'un, je l'ai frappé, il l'a poignardé, il y a plusieurs marques sur son cou, que faire ?» À leur arrivée, les policiers ont découvert Christine morte dans la chambre, grièvement blessée par arme blanche, et elle n'était pas seule. La police a aussi trouvé le corps de Joseph Ryan. La famille de Christine ne connaissait pas Joseph, ce qui a fait échouer le plan lors de l'interrogatoire. Brendan est devenu le principal suspect et ses relevés téléphoniques ont été analysés. Lui et Perez avaient beaucoup communiqué et il avait aussi fait de grands efforts pour mettre au point le crime parfait. Il avait créé un compte sur un site pour adultes dédié à des fantasmes sombres comme le BDSM. Le profil créé sous le nom de Christine évoquait des fantasmes invitant des hommes chez elle. Brendan avait ajouté toutes les infos de Christine et attendait la rencontre. Alors, lorsque Joseph Ryan est arrivé, Brendan est passé à l'action. Après la mort de Joseph, Brendan comptait attaquer sa femme et faire croire que Joseph en était responsable. Grâce à la médecine légale moderne, cela a été découvert rapidement. Perez et Brendan ont été vite arrêtés. La procédure a duré des années. En avril 2026, Perez a accepté un accord de plaidoyer dans lequel elle témoignerait contre Brendan dans l'espoir d'obtenir une peine plus légère. Au procès, le juge a ignoré cette recommandation et Perez a été condamné à 10 ans de prison. Le 5 juin 2026, Brendan Banfield a finalement comparu devant un juge. Reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il passera sa vie en prison. Christine restera dans les mémoires comme une âme bienveillante dévouée aux autres. Son héritage vivra à travers sa fille, qui porte chaque jour en elle le même esprit d'amour. Joseph Ryan n'était pas connu de la famille et a été une victime choisie au hasard. Puisse leur mémoire vivre à jamais. Numéro 4. Anna Neville, âgée de 26 ans, et Roberto Tanner, âgé de 27 ans, menaient une vie tranquille et heureuse à Stromsburg, Nebraska. Le couple marié s'installait dans sa nouvelle vie en janvier 2026 car ils venaient de découvrir qu'ils attendaient un enfant. La famille du couple s'est réunie autour d'eux, tous étaient en effervescence. Le 15 janvier 2026, la colocataire de Anna a appelé la police pour signaler la disparition de son amie. Elle a déclaré à la police du comté de Polk avoir vu Anna pour la dernière fois ce matin-là, quand elle est partie de leur domicile pour chercher son mari à Lincoln, à 111 km de Stromsburg. L'amie a commencé à douter quand le couple n'est jamais revenu. Le médecin de Anna a aussi alerté la police après son absence à ses examens de routine. Le 16 janvier, la voiture de Anna a été retrouvée incendiée à l'angle de la 39e rue et Cornhusker à Lincoln. Cette découverte a intensifié l'enquête et l'inquiétude de sa famille. En tentant d'appeler Hannah au sujet de sa voiture, les agents ont trouvé la ligne coupée. Le 15 janvier, la police de Lincoln a trouvé 2 ensembles de restes humains. Des analyses médico-légales ont confirmé que les restes étaient ceux du couple disparu, lançant la chasse aux responsables. Les enquêteurs, sachant que le téléphone de Hannah était actif le jour de sa disparition, ont demandé les relevés de son appareil et de celui de son mari. Les données des téléphones portables indiquent qu'ils ont été vus pour la dernière fois chez Sterling James, 24 ans, le demi-frère de Tanner, et sa femme Sadie Titus. En rendant visite à Sterling, l'affaire a commencé à s'éclaircir. Selon lui, le 15 février, il a appelé son demi-frère chez lui pour discuter de messages inquiétants que Tanner avait envoyés. Le contenu de ces messages reste inconnu, mais il paraît que Sterling pensait qu'il mettait la famille en danger. À son arrivée, Tanner et Sterling se sont violemment disputés et Tanner l'a menacé avec son arme à feu. Peu après, il déclare que Tanner a été emmené par une personne au volant d'un SUV marron. Des témoins contestaient en cette version, l'un affirmant avoir vu Sterling sur sa propriété avec le corps d'une femme au sol. Ils ont ensuite vu Sterling placer le corps dans un SUV similaire à celui de Hannah. À la suite de l'enquête, Sterling et Sadie ont été inculpés, Sadie n'étant accusée que de complicité. 4 autres personnes ont été arrêtées pour falsification et destruction de preuves.
Au moment de la publication, l'affaire contre tous les accusés est toujours en cours, le procès devant commencer à la fin de 2026 et se poursuivre en 2027. Les vies et héritages de Hannah et Tanner vivront toujours à travers leurs proches. Leurs familles veulent que le couple reste dans les mémoires pour l'amour qu'ils se portaient et pour celui qu'ils avaient pour leur famille et leur communauté. Ils nous manqueront et resteront dans nos mémoires. Numéro 3. En 2024, une femme anonyme, Mademoiselle X, a déposé une plainte pénale contre un officier vétéran de la police d'Honolulu, Christopher Moon, âgé de 52 ans. Christopher était jusqu'ici un officier exemplaire avec de longues années d'expérience. Peu après le dépôt des accusations, la femme s'est retirée et l'enquête a été close. En 2023, Christopher et Mademoiselle X ont entamé une relation qui a rapidement montré des fissures malgré un début prometteur. Selon elle, ils se sont disputés à des dizaines de reprises, mais cela n'a jamais dégénéré physiquement. Cela a duré jusqu'au 30 mai 2024, quand Chris a été accusé d'avoir donné un coup de tête à son ex-petite amie. Mademoiselle X a appelé le 911 et à l'arrivée de la police, avait des blessures au visage. Selon les rapports, Mademoiselle X hésitait à porter plainte, pensant que l'ancienneté de Chris dans la police empêcherait toute action. Malgré ses réticences, le service de police d'Honolulu a poursuivi les charges, et Chris a été arrêté. Le lendemain, Mademoiselle X a reçu un message du patron de Chris. « J'espère qu'il n'a pas de problème. Je n'ai jamais porté plainte, c'était juste une dispute. » Quelques jours plus tard, Mademoiselle X a retiré ses déclarations et ses plaintes. Puis, en 2025, quelque chose a changé, et Mademoiselle X a dit au patron de Chris qu'il devait être dénoncé. Ensuite, il lui a envoyé une série de captures d'écran. Les messages ont été censés être des échanges entre Chris et le chef des enquêtes au bureau du procureur. Dans l'un des messages, le chef a écrit « Si ça va plus loin, je n'aurai pas d'autre choix que de contacter moi-même les services de protection de l'enfance. » Avec ce que vous avez, cela montre une maladie mentale grave et que son enfant est en danger. Dans d'autres messages, le chef réconforte Chris. « Nous savons que tu voulais la protéger, mais si ça va plus loin, ce ne sera plus entre tes mains. » Les experts en criminalistique numérique ont vite établi que Christopher Moon s'était envoyé ces messages et avait usurpé l'identité du chef. Le chef des enquêtes du bureau du procureur a également confirmé qu'il n'avait eu aucun contact avec Mademoiselle X. À la suite d'une enquête confuse, Chris a été officiellement inculpé de 2 chefs d'entrave à la justice, de 2 chefs d'intimidation de témoins, de 2 chefs de subornation de témoins et d'un chef de maltraitance. Les enquêteurs estiment qu'il a créé ces messages pour manipuler Mademoiselle X et l'empêcher de dénoncer les mauvais traitements subis durant leur relation. Christopher Moon sera bientôt jugé et risque, selon ses chefs d'accusation, une amende de plus de 32 000 $ ou une longue peine de prison. Mademoiselle X, le département de police d'Honolulu et de nombreux policiers espèrent que cette affaire révélera les failles du système juridique et permettra d'améliorer l'écoute des victimes et la justice. Numéro 2, 20. Molly Hamby, 28 ans, paraissait une mère ordinaire à Wheatland, Wyoming. Elle laissait ses enfants jouer dehors tandis qu'avec son mari, Monsieur Hamby, il travaillait dur pour leur offrir une bonne vie. Mais quelque part au cours de leur mariage, les choses se sont effondrées. À la fin du mois de mars 2026, ils traversaient des difficultés et se disputaient sans cesse. À cause de ces problèmes, Molly et les enfants ont quitté temporairement la maison pour laisser au couple l'espace nécessaire pour régler leurs différends. Le 21 mars, Molly était prête à rentrer à la maison pour donner une nouvelle chance à leur relation. Au début, tout semblait aller bien, jusqu'à ce que Monsieur Hamby demande à consulter ses messages. Il semble qu'il soupçonnait une liaison, mais ce qu'il a découvert était bien pire. En ouvrant l'application de messagerie, un message l'a interpellé. Lors d'une discussion informelle, Molly a dit à un ami « J'ai un travail pour toi. Peux-tu faire disparaître quelqu'un ?» Elle a ensuite demandé à son ami de venir chez elle avant de finalement révéler sa cible, son mari. Pendant la conversation, Molly a paniqué quand son ami n'est pas venu et a envoyé un dernier message. « Nous avons besoin que ce soit fait aujourd'hui, si possible. Il a menacé plusieurs fois de prendre mes enfants. Il ne peut pas les avoir. » En voyant ces messages, Monsieur Hamby a aussitôt signalé sa femme à la police de Wheatland. Molly a vite été interrogée et a avoué vouloir la disparition de son mari. Elle a dit aux agents, avec désinvolture, ne pas vouloir connaître comment son mari serait éliminé. Molly Hamby a été officiellement arrêtée le 24 mars et inculpée de sollicitation et de complot en vue de commettre un faux. Si elle est reconnue coupable, Molly Hamby pourrait risquer une peine de prison à perpétuité. Heureusement, M. Hamby a découvert le complot et vit désormais en sécurité avec ses enfants. Numéro 1. Au Saint-Murray,
âgé de 72 ans, était un homme d'affaires bien connu et apprécié à Rochester Hills, Détroit. Aussin a d'abord ouvert sa bijouterie Golden Glitter à Hamtramck en 1988 et a servi la communauté depuis sans rien demander en retour. Ali Murray a déclaré aux médias que son frère aidait les gens à payer leurs frais médicaux ou leurs factures personnelles sans poser de questions. Alors, lorsqu'il a été attaqué à son domicile le 11 octobre 2024, la communauté a été bouleversée. Beaucoup se demandaient qui voudrait nuire à ce père de famille dévoué jusqu'à ce que, quelques semaines plus tard, leurs identités soient dévoilées. Lors de l'enquête, la police a trouvé des images montrant 2 employés de Detroit Energy sonnant chez Murray. Les 2 hommes ont affirmé qu'ils avaient été envoyés pour enquêter sur une fuite de gaz dans la maison et qu'ils avaient besoin d'accéder au sous-sol. Après avoir attiré Hussein et Linda au sous-sol, ils ont ligoté Linda et attaqué son mari. Pendant la bagarre, Linda s'est libérée et a appelé le 911. À l'arrivée de la police, Hussein était dans un très mauvais état. La maison des Murray avait été saccagée, rendant le mobile évident pour les enquêteurs. Linda a parlé avec les enquêteurs et s'est souvenue qu'elle avait installé une sonnette connectée. Lorsque la police a visionné les images, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un plan très clair de leur suspect. Au départ, les enquêteurs ont pu identifier l'un des agresseurs comme étant Carlos Hernandez. Après l'agression, Carlos s'était réfugié à Shreveport, en Louisiane, pensant y être en sécurité. Il a été arrêté le 12 octobre et sa femme, Amanda Hernandez, allait devenir à la fois son témoin vedette et la cause de sa chute. Lors de son interrogatoire, Amanda a immédiatement révélé que l'autre agresseur était Joshua Zuazo, qui a été arrêté sans incident peu de temps après. Mais ce qu'Amanda ne réalisait pas, c'est qu'elle ne faisait qu'empirer les choses. La police a examiné les relevés téléphoniques d'Amanda et découvert au moins 89 messages échangés entre le couple dans les jours précédant l'agression. Dans un message, elle a écrit « Éteins ton téléphone quand tu es ici, juste au cas où. Je suis très nerveuse, mais vous gérez bien et je me sens rassurée que vous ayez une bonne voiture pour partir. Assure-toi d'enlever les étiquettes. » Quelques minutes après l'agression, Carlos lui a envoyé un message disant « On a merdé ». Amanda a aussi envoyé à Carlos des liens de faux sites d'identité et lui a expliqué comment réussir un crime parfait. En 2025, Carlos Hernandez et Joshua Zuazo ont été reconnus coupables et condamnés à la prison à vie pour avoir ôté la vie à Hussein Murray. Le duo a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Détroit pouvait enfin pousser un soupir de soulagement, mais 2026 allait apporter de nouvelles condamnations. En janvier, Amanda a été arrêtée et inculpée pour complot d'intrusion domiciliaire, complicité après coup et complot d'usurpation d'identité. Son affaire est actuellement en cours dans le système judiciaire et des experts ont déclaré que si elle est reconnue coupable, elle pourrait encourir jusqu'à 20 ans de prison. Hussein Murray restera dans les mémoires comme un homme bon et compatissant, au service de sa famille et de sa communauté. Il laisse derrière lui son épouse et ses fils, qui perpétueront à jamais son héritage.